Salam alaikum. Aujourd'hui, on va étudier la transmission de 3 caractères, ce qu'on appelle le préhybridisme, soit 2 parents de souche pure, grand A, grand B, grand D, et une souche petit a, petit b, petit d. Ils donnent une descendance uniforme du même phénotype, grand A, grand B, grand D. À ce niveau-là, on donne le déterminisme génétique, quels sont les gènes dominants, les gènes récessifs. Est-ce qu'il y a une liaison au sexe, c'est-à-dire est-ce qu'il y a 1 ou 2 ou 3 gènes portés par le chromosome sexuel et s'il y a une complémentation. Donc, le génotype de chaque, l'interprétation chromosomique, donc le génotype de la souche grand A, grand B, grand D, puisqu'il est homozygote pour les 3 gènes, petit a, petit b, petit d aussi homozygote pour les 3 gènes. Bien, on l'écrit de façon usuelle, comme on le fait souvent, donc avec des fractions. Donc on montre bien que le génotype il est homozygote pour les 3 gènes, et qu'on a des fractions discontinues pour montrer qu'il n'y a pas de liaison. Donc, le génome du parent grand A, grand B, grand D, il va donner les allèles grand A, grand B, grand D à 100%. Le génome du parent petit a, petit b, puisqu'il est homozygote, il donne un seul type de gamète à 100%, petit a, petit b et petit d. La fusion des gamètes nous donne la génération F1, le zygote, donc la génération F1 avec un phénotype grand A, grand B, grand D. Ici le tableau de Chiquet ou bien le tableau de Bennett pour montrer qu'on a 100% de phénotype grand A, grand B, grand D. Voyons maintenant le test cross. Donc pour vérifier est-ce que F1 c'est vraiment il est hétérozygote pour les 3 gènes. Donc le test cross c'est la génération F1, la femelle F1 qu'on croise avec un mâle petit a, petit b, petit d, une souche testeur. Ici la souche attestée et ici la souche testeur. Donc il apporte que les gènes récessifs, donc il n'influence pas le phénotype. Les types de gamètes et leurs proportions sont les résultats de combinaisons au hasard de 3 rapports, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Puisque, on l'a vu avec un seul gène, il donne un demi-gamète grand A, un demi-gamète petit a. Ici, il donne un demi-gamète grand B, un demi-gamète petit p, et ainsi de suite. Donc, l'ensemble, donc le nombre de gamètes pour 3 gènes hétérozygotes, c'est 2 à la puissance 3 est égal à 8. De façon générale, quand on a le nombre de gènes n, c'est 2 à la puissance n. Donc, c'est 2 à la puissance n combinaisons possibles. Comment obtenir tous les gamètes? Donc, ici, grand A, 1 demi grand A, 1 demi petit a, B, 1 demi grand B, 1 demi petit b, grand D aussi, 1 demi, et ainsi de suite. Donc, grand A, grand B, grand D. Donc, 1 demi multiplié par 1 demi, multiplié par 1 demi, ça donne un huitième. Grand A, grand B, petit d, donc 1 demi par 1 demi par 1 demi, c'est un huitième. Donc, il donne 8 types de gamètes. Équiprobables, un huitième chacun. Ce qu'on remarque, qu'il y a un gamète grand A, grand B, grand D qui ressemble aux gamètes des parents. Donc, on les appelle et petit a, petit b, petit d qui ressemblent à l'autre parent. Et on appelle ces deux gamètes les gamètes parentaux. Donc, c'est les mêmes que chez les parents. Il n'y a aucun brassage, donc ils n'ont pas subi de brassage interchromosomique. Dans les autres gamètes, ils ont subi des brassages interchromosomiques. Donc, on obtient 6 gamètes qui sont le résultat de brassage interchromosomique. Mais l'effectif pour chaque gamète, c'est un huitième. Donc, équipe de 8 types de gamètes
équiprobables. Si je mets ça dans un tableau, le résultat du croisement dans un tableau de Pinette, ou bien de l'échiquier, vous avez les 8 gamètes, et vous avez le parent petit a petit b, il donne un seul type de gamète petit a petit b petit d, donc, et on obtient le phénotype de la descendance. Donc, grand A, grand B, grand D, ce phénotype, il est issu d'un gamète de grand A, grand B, grand D. Par exemple, ici, le phénotype grand A, grand B, petit d, il est issu d'un gamète grand A, grand B, grand D. Donc, vous voyez que la descendance du test Cross, ici, est l'image des gamètes produites. Donc, s'il y en a 8, il y en a 8 types de gamètes. S'il y en a 4, il y a 4 types de gamètes. Si le phénotype c'est grand A, grand B, grand D, le gamète c'est grand A, grand B, grand D. Donc c'est pour cela que le phénotype nous donne une information sur le génotype des gamètes et sur leur nombre. Donc, quand on a 8 classes phénotypiques équiprobables, un huitième chacun, on dit que les gènes sont indépendants. Parce que l'expérimentateur, qu'est-ce qu'il va voir seulement? Il va voir que cette partie-là. Il a le croisement, le test cross, et le résultat. Et à partir du résultat, il doit donner les gamètes responsables de chaque phénotype et ensuite donner le génotype des parents. Voyons maintenant quand les gènes sont liés. Je commence par le test cross, je saute la première partie F1 du même phénotype, donc ici F1, et on va vérifier notre génotype. Ce croisement nous a donné les phénotypes ici et leur effectif à ce niveau-là. Ce qu'on remarque, que l'effectif de chaque phénotype n'est plus équiprobable, n'est plus un huitième chacun, mais il y en a des phénotypes qui sont très nombreux, des phénotypes moins nombreux et des phénotypes qui sont extrêmement rares, ici. Donc ici, chaque phénotype, bien sûr, il est issu d'un gamète, puisque le phénotype, donc le test cross, est tout le temps, il donne la même chose. Phénotype grand A, grand B, il est issu du gamète grand A, grand B, grand D. Phénotype de grand A, grand B, petit d, grand A, grand D. Et avec les mêmes effectifs, c'est-à-dire il y en a 5 ici, 5 ici, 27 ici, 30 ici, 374, et ainsi de suite. Donc, il donne le génotype et combien y a-t-il de ce type? Donc, on a 3 paires d'allèles, donc il y a 2 à la puissance 3, 8 génotypes gamétiques, mais ici, on voit qu'ils ne sont pas équiprobables. Donc, l'hypothèse que les gènes sont liés est à exclure. Donc maintenant, les gènes sont très probablement liés. Ce qu'on remarque aussi, qu'il y a 2 phénotypes qui sont très nombreux, des phénotypes qui sont rares, ici et là, et des phénotypes qui sont très rares. Donc il y en a 3 types. Un type où il y en a très nombreux, un type qui y en a moyennement, et un type qui est très rare. Donnons un exemple ici, un chromosome homologue, où on représente les gènes par des boules noires et rouges. Donc, si la séparation se fait sans événement, c'est-à-dire le noir va d'un côté et le rouge de l'autre côté, ça nous donne 2 types de gamètes, tout noir et tout rouge. Donc ici, il n'y a aucun événement qui s'est produit, pas de crossover, pas de brassage. Donc, ce sont les gamètes parentaux. Donc, ça, c'est vient d'un parent, l'autre de l'autre parent. Si maintenant je considère un crossover à ce niveau-là dans la région 1, donc on a une boule noire, puis je prends les 2 rouges, donc noir et les 2 rouges. Ici, en même temps, il se produit le rouge et de noir, rouge et de noir. Donc on dit que ces gamètes sont recombinés puisqu'il y a un mélange de noir et de rouge, un d'un parent et une partie de l'autre parent. Donc les recombiner dans la région 1. Si maintenant j'oublie ce
ce crossing over ici, mais j'ai le crossing over à ce niveau-là, dans la région 2. Qu'est-ce que j'obtiens? Donc noir, noir et puis rouge, noir, noir et rouge, et en même temps, je produis rouge, rouge et noir, rouge, rouge et noir, et on dit qu'on a les recombinés dans la région 2. Par la suite, si maintenant il y a le crossing over à ce niveau-là et à ce niveau-là en même temps. Donc il y a le noir, puis le rouge, puis le noir. Donc le noir, le rouge et le noir. Et en même temps, je forme le rouge, le noir et le rouge. Le rouge, le noir et le rouge. Donc ici, on a deux crossing over. Pour différencier ces recombinés, on les appelle les doubles recombinés. Donc, dans notre exemple, ce qu'on remarque ici, dans cette descendance, parmi les effectifs, les phénotypes qui sont très remarqués sont celui-là, où il y en a beaucoup, et ceux-ci, où il y en a très peu. Donc, on les remarque facilement. Donc, si je regarde les parentaux et je les compare avec les doubles recombinés. Donc j'ai noir, noir, rouge, noir, 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 noir. Donc il y a une seule différence au niveau de cette boule rouge ici et ici noir. Donc la différence seulement au milieu, se situe au milieu. Les extrémités sont les mêmes chez les parentaux et les doubles recombinés. Pareil ici, les extrémités sont les mêmes chez les parentaux et les doubles recombinés. La différence se situe à ce niveau-là. Donc, la différence entre les parentaux et les recombinés se situe au niveau du gène du milieu, ou bien le gène médian. Par exemple, dans notre exemple ici, j'ai ABD ici, et je ne sais pas l'ordre, est-ce que c'est ABD ou ADB ou BAD? Mais il y a trois possibilités. Là où il y a B au milieu, là où il y a D au milieu, là où il y a le A au milieu. Donc il faut trouver quel est l'ordre déjà, l'ordre des gènes. Donc pour cela, je compare les recombinés, les doubles recombinés avec les parentaux. Voyons les parentaux ABD, ABD et petit a petit B petit D, petit a petit B petit D. Les doubles recombinés sont là, sont les moins nombreux. Donc vous avez grand A, grand B, petit d, et vous avez petit a, petit b, grand D. Petit a, petit b, grand D. Et je compare. Les extrémités sont les mêmes chez les doubles recombinés et les parentaux. Ici A, A. Donc A, il doit être à l'extrémité. B, B. B aussi, il doit être à l'extrémité. Une différence à ce niveau-là, donc D, il doit être au milieu. Si je prends le deuxième aussi, pareil, petit a, donc il doit être à l'extrémité. Petit b, il doit être à l'extrémité. Et petit d, grand D, donc il doit être au milieu. Donc ici, l'ordre des gènes, c'est A, D, B, c'est le D qui se trouve au milieu. Voyons maintenant comment on a produit tous les types de gamètes ou bien tous les phénotypes possibles. Donc, quand on n'a aucun crossing over, aucun événement, c'est les parentaux. Donc, c'est un événement qui se produit tout le temps. Donc, c'est l'événement le plus souvent, qui se produit le plus souvent. Donc, c'est pour cela qu'il donne beaucoup. Et c'est les parentaux. Si on a un crossing over au niveau entre A et D, le crossing over, c'est un événement rare. Donc, il va donner peu. Donc, A, petit d, petit b, grand A, petit d, petit b. En même temps, il faut un petit a, grand D, grand B. Donc, et on a les deux. Donc, ce sont les recombinés dans la région 1. Donc, le crossing over entre grand D et grand B sont les recombinés dans la région 1. Si je prends le deuxième crossing over ici, donc, il donne le grand A, grand D, petit b, grand A, grand D, petit b, et petit a, grand B, petit d. Donc ça qui nous donne donc, la descendance. Donc ici, on respecte l'ordre, petit a, petit d, grand B. Ici, grand A, grand D, petit b. Crossing over entre grand A et D. On les appelle les recombinés dans la région 2.
Si on a simultanément les deux crochet over, le premier et le deuxième, donc on obtient grand A, petit d, grand B, grand A, petit d, grand B, et petit a, grand D, petit b. Chaque fois qu'on forme un, je forme le deuxième. Donc, c'est pour cela qu'on a, ils vont deux par deux. Celui-là, il est équivalent que celui-là est identique à celui-là est identique à celui-là, parce que chaque fois quand je forme celui-là, je forme en même temps celui-là. Quand je forme celui-là, je forme en même temps celui-là. Si je me forme 27 ici, c'est à peu près 27 ici. 5 ici, 5 ici. Donc les gamètes, ici, j'ai donné les gamètes avec l'ordre. Avec l'ordre, en respectant l'ordre que j'ai trouvé précédemment quand j'ai comparé les parentaux avec les doubles recombinés. Maintenant, si les gènes sont liés, je dois calculer la distance entre chaque gène. Donc, quelle est la distance entre A et D? Donc, c'est la distance entre deux gènes, c'est la probabilité d'avoir un crossing over entre ces deux gènes. Donc le crossing over entre A et D, donc c'est celui-là. Donc c'est celui-là, sont les recombinés dans la région 1, mais aussi ce crossing over, il se produit dans les doubles recombinés, il est là. Donc je dois compter aussi ces deux. Donc c'est les recombinés dans la région 1, plus les doubles recombinés sur le total que multiplié par 100, et il me donne l'application numérique, il me donne 17,9 centimorg. Dans le deuxième pareil, je vais regarder le pourcentage, la probabilité d'avoir un crossing over entre D et B. Donc il y a les crossing over entre D et B ici, ça donne ces effectifs-là, ces deux, mais je vois qu'il y a le même crossing over au niveau du double recombiné. Donc j'ajoute la même chose, donc ça me donne 6,7 centimorg. Et par la suite, je trace la carte factorielle qui me donne la distance entre A, D et B, ici 17,9 et ici 6,7. Et pour calculer la distance entre les deux, c'est 24,6. Si je veux vérifier cette distance, je peux faire les calculs entre A et B. Donc vous avez la région, les recombinés dans la région 1, plus les recombinés dans la région 2, plus deux fois les doubles recombinés, et ça me donne ici 24,6. Attention, ici, ce n'est pas le double recombiné, c'est les recombinés dans la région 2. Donc, ici, puisque ces trois gènes délimitent deux zones, est-ce qu'il y a une interaction entre ces deux zones? Est-ce que la production de ce crossing over, il va influencer la production du deuxième? Est-ce qu'il va augmenter les chances du deuxième? Ou bien il va diminuer du deuxième? Ou bien il n'a aucun effet? Donc, est-ce qu'un crossing over dans la région 1 affecte la probabilité qu'il y ait un autre crossing over dans cette région? Pour cela, on va chercher les doubles recombinés attendus. Donc, c'est un calcul de probabilité. Si on a un D et on vous dit, si je jette le dé, quelle est la probabilité d'avoir un 2? C'est un sixième. Si je vous dis, quelle est la probabilité d'avoir un 2, puis un 2, c'est un sixième multiplié par un sixième qui nous donne 1 sur 36. Pareil ici, vous avez une fréquence dans la région 1, une fréquence dans la... Donc, quelle est la fréquence d'avoir celui-là et celui-là? Donc, la fréquence dans la région 1, que multiplier la fréquence dans la région 2, c'est-à-dire 17,9 que multiplié par 6,7%, et ça nous donne 1,2% ou bien 0,012. Donc, c'est la fréquence du double recombiné. Donc, dans un échantillon de 1000 mouches, on attendrait au total 0,012 que multiplié par 1000 qui donne 12 doubles recombinés. Or, quand on voit dans la descendance, on n'a que 10, 5,5. On n'a observé que 5. Donc, on a observé moins qu'il ne faut. Donc, on s'attendait à avoir 12 doubles recombinés et on a obtenu que cela montre que les deux régions ne sont pas indépendantes.
il y a donc une sorte d'interférence. Donc, cette interférence, il faut la chiffrer mathématiquement. Donc, l'interférence est écrit en I qui est égal à 1 moins le coefficient de coïncidence. Donc, et le coefficient de coïncidence, c'est le nombre de doubles recombinés observés sur le nombre de doubles recombinés théoriques. Ici, observé expérimental, c'est 10. Théorique, on s'attendait à avoir 12, qui est égal à 0,8. Donc, I est égal à moins 0,8, ça nous donne 0,2 ou bien 20%. Donc, ce qu'on peut conclure que le premier crossover ovaire diminue la production du deuxième crossover ovaire par 20%. Donc, il y a une interaction entre les deux zones. Les deux zones ne sont pas indépendantes. Donc, en cas général, ici, donc on a fini avec cet exemple. En cas général, si l'interférence est égale à 0 par exemple, ça veut dire que CC est égal à 1, c'est-à-dire les doubles recombinés expérimentaux est égal au double recombiné théorique. Donc le premier crossover n'a aucune influence sur le deuxième. Par contre, si l'interférence est égale à 1, ça veut dire que le coefficient de coïncidence est égal à 0, c'est-à-dire qu'on n'a pas observé de double recombiné. On dit que l'interférence est totale. Donc, il limite la production du deuxième. Le premier élimine la production du deuxième. Et la plupart du temps, comme on l'a vu dans cet exercice, les valeurs d'interférence qu'on rencontre sont comprises entre 0 et 1. Mais dans certaines situations particulières, on peut trouver que les doubles recombinés observés excèdent les doubles recombinés attendus, aboutissant à une interférence négative, c'est-à-dire la production d'un, il améliore la production du deuxième.